l'occasion d'y jouer quand j'étais petit. Mais Metal Gear Solid, c'était un ami au collège qui me l'avait passé comme ça. On s'est perdu de vue entre temps, mais j'ai toujours le jeu. Ça, je sais pas si vous avez des trucs similaires aussi, des amis qui vous ont laissé des jeux. Moi, ça serait plus sur PC. PC plutôt, ouais. Moi, le seul jeu qu'on m'ait laissé, c'est le jeu Star Wars Jedi Knight, Jedi Outcast. Excellent. Mais sur PC. Même pas sur PlayStation, pas sur... Non, c'était sur PC. Après, les jeux PC, malheureusement, quand on te les laisse, souvent tu peux plus y jouer par la suite parce qu'il faut installer je sais pas combien de trucs pour la comptabilité. Les jeux d'aujourd'hui, oui, mais à l'époque, c'était plus facile. Mais je pense qu'on réservera ça pour une prochaine émission. Oui, je pense que c'est mieux, effectivement. Mais bon, voilà, Metal Gear Solid 1, premier pas dans la série, une série que j'adore, voilà. Et top 1, j'ai un peu réfléchi, mais je pense que ça va être non pas Final Fantasy 7, non pas Final Fantasy 8, mais du coup, vous le savez, le 9. Voilà. Pour moi, c'est mon préféré. C'est aussi, là, pour le coup, je crois que c'était il y a quelques années de ça. Il y a un ami, il m'a dit ouais, tes Final Fantasy préférés, c'est quoi? Je lui dis, je sais pas, le 10, j'aime bien le 10, parce que c'est le seul que j'avais fait quasiment à l'époque sur PS2. Et il m'a fait, mais t'es con, vas-y, je te file le 9, tu vas voir ce que c'est. Je viens le récupérer dans 2 semaines. Il l'a récupéré 2 semaines plus tard, je l'avais fini, je l'avais torché. C'était une expérience incroyable, ça reste encore mon préféré aujourd'hui. Des souvenirs de ouf, quoi. Et puis, pas grand-chose à redire de plus. C'est un jeu qui frôle la perfection sur beaucoup d'aspects. Donc voilà, ce serait mon top 3. Et j'en oublie plein, Castlevania, j'oublie les Spyro, j'oublie... il y en a plein. Ouais, il y a eu énormément de jeux sur cette bonne vieille PlayStation qui a beaucoup servi. Alors, la PlayStation, j'en parlais dans l'introduction, il y avait aussi ce côté audio. Je sais pas si moi, en fait, à un moment, je l'utilisais justement un peu comme Shinyfi. Parce que tu pouvais effectivement faire tourner des CD audio et je m'amusais à écouter des albums de musique, ce genre de choses. Je sais pas si en fait vous aviez aussi cette utilisation de la console. Pichon, je le vois secouer la tête du haut vers le bas. Oui, justement, ça permettait d'écouter les CD audio. Mais ce qui était étonnant, c'était l'inverse. C'est-à-dire qu'il y avait des jeux avec la bande son intégrée, quand on le mettait dans la chaîne IFI, on pouvait écouter la bande son carrément du jeu. Là, pour en citer un, ça serait la bande son de Verali 2. En fait, tu mettais le CD dans ta chaîne IFI, tu pouvais écouter la bande son du jeu. Après, je pense que ça devait être le cas pour d'autres jeux, mais j'ai en tout cas cet exemple-là en tête, qui était très bonne d'ailleurs en plus. Cool. Moi j'ai pas grand chose à dire dessus. Non, je crois pas. Non, de toute façon j'étais trop jeune pour ce genre de truc. Je savais même pas que c'était possible en vrai. Mais non, j'ai juste en souvenir. Depuis avant, j'ai ce souvenir qui me revient. Le joueur du grenier, on le cite souvent dans les émissions. Il avait fait une vidéo, je sais plus trop quand, là, c'était sur les CD de démo de la PS1, justement. Oui, il a fait une émission. Il a parodié. Il faisait des blagues, justement. C'est pour ça que j'y ai repensé à ce mode musique avec le mode cathédrale. C'est drôle, moi aussi j'y pensais, tiens. Le mode cathédrale, là où t'entends des gros échos. C'est vrai que Voilà, j'ai juste ça en tête, mais sinon, pas d'expérience malheureusement racontée. Et toi, Philippe? Moi, j'avais trouvé, ça m'est arrivé de trouver cette option de temps en temps, mais après, comme dit, il n'y avait pas vraiment beaucoup de CD de musique chez mon parrain, il y avait plus les jeux, donc je me concentrais plus sur les jeux que sur le fait de pouvoir écouter des musiques sur cette console. Mais après, ce qu'il montre là, le genre du grenier, bien évidemment, oui, ça c'est déjà c'est une option que je connaissais, quoi, que je trouvais. Et je pense que c'était assez révolutionnaire du coup à l'époque. On avait effectivement une console sur laquelle tu jouais à des jeux avec le fait d'être un CD, t'avais plus de mémoire, donc ça te permettait d'avoir plus de choses, plus de temps. T'avais le côté musique, le fait de pouvoir écouter de la musique, parce que moi en plus ce qui est marrant, c'est que quand tu regardais par exemple dans des catalogues et que tu voyais les chaînes IFI et ce genre de choses qui à l'époque, c'était en francs, mais je me souviens plus des montants, mais c'était quand même genre 1500, 2000, 3000 francs, et que tu voyais la console, elle était à 1500 francs, je crois, au début. Ah ouais. Et donc tu voyais en fait, c'est-à-dire l'entrée de gamme de chaîne IFI, si tu veux, c'était le prix de la console. Et après, tu peux avoir des chaînes IFI à 10 000 euros, 20 000 euros. Donc tu te disais, en fait, t'achètes une console, t'as la console, tu peux jouer à des jeux, et en fait, tu peux écouter la musique, parce que la console, au pire, après, tu la branches sur la télé, quoi. Voilà. Mais bon, la qualité sonore, à l'époque, c'est vrai que la qualité sonore était pas mauvaise par rapport aux écrans plats parce qu'ils ont plus de place pour mettre des haut-parleurs. Mais c'est sûr qu'il fallait avoir des enceintes aussi, des bonnes enceintes, parce que écouter de la musique juste sur ta télé, ça après. Ça devait surtout être un sacré argument marketing, je pense, un peu comme plus ça, par la suite l'a été la PS3 avec son lecteur Blu-ray, quoi.
mine de rien, t'étais Bah, content de l'avoir, quoi. En fait, vous venez de le dire, hein, c'est vrai que pour le coup, Sony a vraiment été toujours précurseur, puisque PlayStation 1, c'est le CD, PlayStation 2, c'est le DVD, C'est PlayStation 3, c'est le Blu-ray, et en fait, à chaque fois, tu as une console qui te permet au final de lire, de jouer, mais de faire autre chose, ce qui te permet aussi d'avoir cet élément démarquant par rapport à toutes les autres consoles qui existent. Donc c'est effectivement aussi un des éléments, puisque comme je le disais, au niveau du prix, tu te doutes bien que si pour un même prix, au final, tu as une console, mais qui fait 2 ou 3 choses, tu te dis, qu'est-ce que je fais? J'achète une console et j'achète des jeux, je m'amuse entre potes, en même temps j'écoute de la musique, je regarde des DVD, ou j'achète un lecteur de DVD qui coûte le même prix. Bah oui, oui. Pour la Play 2, c'était le cas. Je me souviens de le dilemme qu'on se disait, autant acheter justement une Play 2, parce que la Play 2, tu as le lecteur DVD qui était intégré dedans. Donc, non seulement tu pouvais jouer à tes jeux, mais en plus, tu pouvais voir des films qui sortaient sur le support. Donc, c'était révolutionnaire, quoi. Une technologie qui sera reprise plus tard, d'ailleurs, par Xbox. Yes. Par contre, finalement, pour nuancer un peu le sujet, si je me permets de rebondir sur ce que dit Lionel depuis le début de l'émission, et d'ailleurs, justement, pour faire aussi la transition avec ce que je me souviens de l'émission sur la Dreamcast, au final, c'est vrai qu'elle a apporté tellement de nouveautés, elle a été une telle révolution à PlayStation, mais il lui manquait quand même quelque chose. Une âme. Non, pas vraiment une âme. Réfléchis par rapport à la Dreamcast et par rapport à ce que tu dis le fait de ne pas aller sur Internet. Exactement, ouais. C'est effectivement, c'est la seule chose. Alors, c'est une technologie qui viendra après beaucoup plus tard, je pense même à partir de la PS2. PS2, ouais. Voilà. Mais il y avait effectivement ce côté convivial, comme tu dis, voilà, d'inviter des potes et de découvrir ensemble tout ce nouveau catalogue de jeux. Mais c'est vrai que si déjà à l'époque elle avait eu ce plus, de nous proposer une connexion Internet, bon après, il est vrai qu'Internet, on était à la DSL, c'était le tout début, donc il n'y avait pas la puissance qu'on avait aujourd'hui. Mais non, mais je vous laisse imaginer l'illumination que ça aurait été d'avoir cette machine qui aurait permis justement d'avoir une connexion Internet, même limitée, quoi, mais juste, pour nous ouvrir les portes, effectivement, du monde numérique d'aujourd'hui. Ouais, effectivement. Après, c'est ça, c'est toujours pareil. La grande question, c'est est-ce que ça aurait vraiment été un plus? Est-ce que ça aurait été un gadget? La Dreamcast, mine de rien, elle proposait cette option. Ça n'a pas plus que ça, à ma connaissance, participé au fait qu'elle soit... Je pense que, pour le coup, la problématique de l'Internet, c'est que on est fin des années 90, début des années 2000. T'as un moment, en fait, où... Internet, ça n'explose pas encore. Je veux dire, pour nous, les Français, Internet, moi, je considère que ça a explosé en 2010. Parce que 2010, c'est le moment où, justement, t'as vraiment la facilité d'aller sur Internet. C'est le moment où les gens aussi, si je prends l'exemple de Facebook. Non, plutôt. Non, je parle bien de facilité d'aller sur Internet. Je parle pas. C'est-à-dire, pour moi, 2010, c'est le moment où Internet est vraiment devenu ultra accessible. Même si, moi, Internet, j'y allais bien avant, mais je suis désolé, un modem, quand tu voyais les 56K de modem, le coût d'abonnement, machin, tout le monde ne pouvait pas se le permettre. Et à partir de 2010, c'est là où, en fait, le citoyen lambda a l'accès vraiment à ce truc. Et tu le vois... Je me souviens qu'on avait d'abord la boîte ADSL, on l'avait vers 98, 99, enfin dans ma famille. D'ailleurs, avec ce fameux bruit, tiens, je suis sûr faire un parallèle avec le bruit marketing de PlayStation. Là. Ouais, c'est ça. Bref, mais par la suite, quand on est passé de la DSL à une autre box Internet,